Alors, imaginez un peu ça. Une finale de coupe où l'équipe qui perd est en fait celle qui gagne. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est l'histoire complètement dingue d'un des matchs les plus bizarres de ces dernières années, où le score final, il ne raconte vraiment qu'une toute petite partie de la vérité. Voilà la phrase qu'on entendait absolument partout après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2026. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'une défaite, une vraie défaite sur le terrain, peut se transformer en une victoire politique et morale? Pour piger ça, il faut vraiment oublier le tableau d'affichage pendant un instant. On va plonger ensemble au cœur d'une nuit de chaos, de psychologie et, surtout, de très très gros enjeux politiques. Allez, première partie, l'anatomie du chaos. Parce que pour comprendre ce qui va suivre, il faut vraiment s'imaginer l'ambiance. Une ambiance électrique qui a très très vite tourné au vinaigre. Le stade est devenu ce que les analystes ont appelé une véritable poudrière. Le mot qui revient tout le temps, c'est celui-là, une violence folle. Et attention, on ne parle pas de la petite tension habituelle d'une finale, non. Là, c'était une hostilité palpable, explosive, prête à tout faire sauter. Et ça a dégénéré, mais alors à une vitesse folle. Le staff sénégalais qui menace de tout plaquer et de partir, du vandalisme qui éclate partout dans les gradins. Le match a même dû être stoppé net pendant 20 minutes, et il a fallu que les politiques s'en mêlent, c'est dire le niveau de tension. Et face à ce bazar monstre, on a vu deux attitudes complètement différentes. D'un côté, les analystes décrivent la stratégie du Maroc comme celle de l'adulte. Calme, maîtrisé, presque robotique pour essayer de calmer le jeu. Et en face, la réaction du Sénégal, comparée à une régression émotionnelle. En gros, celle d'un enfant qui pique une grosse crise. Ok, on attaque la deuxième partie, l'erreur décisive. Parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. Au milieu de tout ce chaos, il y a un geste, un seul, qui va devenir la clé de toute l'histoire. Un truc qui, sur le papier, n'a absolument aucun sens sportivement parlant. On est à la 114e minute, pleine prolongation. Le jeu vient de reprendre après cette longue interruption, et là, penalty pour le Maroc. Balle de match. La star, Brahim Diaz, s'avance. Il tente une panenka, et il la rate. Une panenka, dans un moment aussi tendu. Mais pourquoi? C'est la question que tout le monde s'est posée. Et si ce n'était pas juste un raté? C'est ce que disent les analyses en psychologie du sport. Pour eux, ce n'est pas une erreur technique. C'est un signal inconscient de pacification. Autrement dit, un geste fait exprès, mais sans s'en rendre compte consciemment. Intéressant, non? Ça porte un nom en fait, un acte manqué salvateur. C'est un peu comme un lapsus, mais avec le corps. L'idée c'est que l'inconscient te fait rater quelque chose pour résoudre un problème bien plus grave. Et là, le dilemme était énorme. Soit tu marques, tu gagnes la coupe et tu risques une émeute monstre, soit tu rates, tu perds, mais tu garantis la sécurité de tout le monde. Et ce penalty, eh bien, il nous emmène tout droit à la troisième partie. Parce qu'à ce moment-là, on a complètement quitté le terrain du foot, on est en pleine géopolitique. Tout ça, ça tourne autour d'un concept bien connu en politique, la raison d'État. En gros, c'est quand les intérêts du pays, sa sécurité, sa réputation, passent avant absolument tout le reste. Et dans ce cas précis, pour le Maroc, la crédibilité pour organiser le Mondial 2030 valait 1000 fois plus qu'une Coupe d'Afrique. Du coup, si on suit cette analyse, la stratégie marocaine s'est déroulée en 4 étapes. 1. On priorise. La priorité, c'est le Mondial 2030, pas la Coupe. 2. On calme le jeu, on donne des consignes claires à l'équipe. 3. L'étape la plus dure. On accepte de sacrifier le match. Et enfin, 4. On exécute ce plan aux yeux de tous avec ce fameux penalty. Et au milieu de tout ça, le coach, Walid Regragui, son rôle a complètement changé. Il n'était plus un tacticien, il est devenu, comme le dit l'expression, un serviteur de l'État. Sa mission, ce n'était plus de gagner, c'était de s'assurer que ses joueurs ne réagissent pas, qu'ils se transforment en diplomates sur le terrain. Allez, dernière partie, on fait le bilan. Alors, au final, qui a vraiment gagné cette nuit-là? Qui a vraiment perdu? Pour y répondre, il faut complètement changer notre définition de la victoire. Le bilan est vraiment paradoxal. À court terme, la victoire est pour le Sénégal. Ils ont la coupe, la deuxième étoile, c'est un fait. Mais, à long terme, le vrai gagnant, ce serait le Maroc. Ils ont peut-être perdu un trophée, mais ils ont gagné une crédibilité énorme pour le Mondial 2030. Ils se sont positionnés comme une nation stable, un grand d'Afrique. Mais attention, il faut être très clair. Cette lecture des événements, cette idée d'une victoire stratégique marocaine, tout le monde n'est pas du tout d'accord. Pour beaucoup de critiques, cette soirée n'était pas une victoire, mais au contraire un échec cuisant. Des médias très influents ont eu des mots assez durs, comme cette phrase « Si le Maroc sait construire des stades, il doit encore apprendre à gérer l'électricité des finales à haut risque ». La critique est sévère. En gros, c'est un avertissement. C'est bien beau d'avoir les infrastructures, mais si la sécurité ne suit pas, c'est un très mauvais signal pour la Coupe du Monde 2030. Et ça nous laisse avec cette question finale. Une question assez vertigineuse finalement. Quand un terrain de foot se transforme en arène politique en jeu de pouvoir entre États,
quel est le véritable objectif du jeu? Est-ce que c'est de marquer un but de plus que l'autre, ou de marquer des points sur la scène internationale? La question reste ouverte, hein.